Lorsque les chasseurs retrouvèrent enfin la cabane abandonnée près de la frontière de l'Ohio, 6 mois après la disparition, ils découvrirent 2 corps enlacés dans une étreinte qui semblait presque paisible. Mais ce ne fut pas cette image qui les fit reculer d'horreur. Ce furent les lettres éparpillées sur le sol de terre battue, couvertes d'une écriture qui tremblait de plus en plus à chaque page, révélant une vérité si sombre que même les hommes les plus endurcis refusèrent d'en parler pendant des années. Car ce qu'ils avaient découvert dans cette cabane isolée n'était pas l'histoire d'amour défendu qu'ils s'attendaient à trouver, mais quelque chose de bien plus sinistre, une machination si cruelle qu'elle remettait en question tout ce que l'on croyait savoir sur les événements de mars 1852. Avant de poursuivre cette histoire qui a glacé le sang de toute une région, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces récits oubliés qui hantent notre passé. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 mois en arrière, dans une plantation de Caroline du Sud, où tout commença par une nuit de mars particulièrement froide. La plantation Riverside s'étendait sur près de 1200 hectares le long de la Edisto River, dans le comté de Colton, en Caroline du Sud. En 1852, elle représentait l'une des plus prospères exploitations de coton de la région, propriété de la famille Hartwell depuis 3 générations. La grande maison de maître, construite dans le style néoclassique qui faisait la fierté des planteurs du Sud, se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires, drapés de mousse espagnole. Ses colonnes blanches brillaient sous le soleil de Géorgie, symbole tangible de la richesse et du pouvoir que conférait la culture du coton dans ces années précédant la guerre. Les champs s'étendaient à perte de vue, ondulant doucement vers l'horizon dans un océan de blanc cotonneux durant la saison des récoltes. L'air y était lourd, épais de l'humidité qui montait de la rivière et se mélangeait à la poussière des chemins de terre rouge. Les cabanes des esclaves formaient un village à part, situé à bonne distance de la maison de maître, assez loin pour ne pas offenser la vue, mais assez près pour permettre une surveillance constante. Chaque matin avant l'aube, le son de la cloche résonnait à travers la plantation, arrachant les travailleurs à un sommeil trop court pour être vraiment réparateur. La vie à Riverside suivait un rythme immuable, dicté par les saisons du coton et les caprices du temps. Les hivers y étaient relativement doux comparés au nord, mais suffisamment froids pour que les nuits deviennent inconfortables dans les cabanes mal isolées. Le printemps apportait la plantation de nouvelles graines, l'été l'entretien constant des plants, et l'automne la frénésie épuisante de la récolte où chaque minute de lumière du jour était exploitée jusqu'à l'épuisement des corps. Josiah Hartwell, le propriétaire actuel, était un homme de 58 ans dont la réputation d'homme d'affaires avisé s'étendait bien au-delà des frontières de l'État. Veuf depuis 10 ans, il avait élevé seul sa fille unique, Margaret Eleanor Hartwell, avec l'aide d'une gouvernante stricte venue de Virginie. Margaret, âgée de 22 ans en ce printemps de 1852, incarnait tout ce que la société sudiste attendait d'une jeune femme de son rang. Beauté raffinée, éducation parfaite, maîtrise du français et du piano, connaissance des arts ménagers et des bonnes manières. Ses cheveux châtain clair, toujours coiffés en chignon complexe, encadraient un visage aux traits délicats que les matrones locales qualifiaient de parfait pour un bon mariage. Et justement, un mariage avait été arrangé. Depuis décembre 1851, Margaret était fiancée à Cornelius Ashby, fils d'une famille de planteurs voisines dont les terres jouxtaient celles des Hartwell. L'union devait sceller une alliance profitable entre les 2 familles, consolidant leur position économique et sociale dans la région. Cornelius, âgé de 34 ans, était un homme imposant dont la carrure massive et la voix tonitruante dominaient toute pièce où il entrait. On disait de lui qu'il gérait ses affaires avec une main de fer, et les esclaves de la plantation Ashby le redoutaient particulièrement pour sa sévérité légendaire. La plantation Riverside comptait 143 esclaves, répartis entre les champs de coton, les ateliers et la maison de maître. Parmi eux se trouvait un homme nommé Samuel, âgé de 29 ans,
qui occupait une position particulière dans la hiérarchie complexe de la plantation. Charpentier de métier, Samuel avait été acheté 15 ans plus tôt lors d'une vente aux enchères à Charleston. Son habileté exceptionnelle avec le bois et les outils lui avait valu une certaine considération de la part de Josiah Hartwell, qui lui permettait de travailler de manière relativement autonome dans l'atelier situé près des écuries. Grand et élancé, avec des mains marquées par des années de travail minutieux, Samuel parlait peu mais observait tout. Ses doigts portaient les cicatrices de 1000 projets. Coupures guéries, callosité profonde, une brûlure ancienne sur le pouce droit, là où un fer chaud l'avait marqué lors de son premier mois à Riverside. Ses yeux, d'un brun profond, avaient cette qualité particulière d'être à la fois présents et lointains, comme s'il gardait toujours une partie de lui-même en retrait, protégé, inatteignable. Les autres esclaves le respectaient pour son calme et sa dignité silencieuse, mais aussi pour les petites libertés qu'il prenait parfois. Un livre lu en cachette, une chanson fredonnée à voix basse, un regard qui ne se baissait pas immédiatement. Il y avait en lui une sorte de résistance passive mais inflexible, comme un arbre qui plie sous le vent mais ne se brise jamais. Les contremaîtres avaient appris à ne pas le pousser trop loin. Samuel obéissait aux ordres, accomplissait son travail avec une compétence irréprochable. Mais il y avait une ligne invisible qu'il ne franchissait jamais. Une partie de son âme qu'aucun fouet ne pourrait toucher. Ce que peu de gens savaient, c'est que Samuel avait appris à lire et à écrire, enseigné secrètement par un ancien contremaître sympathique aux idées abolitionnistes, avant que celui-ci ne soit renvoyé pour des raisons jamais clairement expliquées. Cette éducation clandestine, crime sévèrement puni dans les États du Sud, Samuel la gardait jalousement cachée, n'en faisant usage que dans la solitude de son cabanon, à la lueur vacillante d'une bougie volée. L'hiver de 1852 fut particulièrement rigoureux en Caroline du Sud. Les gelées précoces avaient endommagé une partie des cultures et une tension inhabituelle régnait sur la plantation. Josiah Hartwell passait de longues heures enfermé dans son bureau à étudier ses livres de contes avec une expression de plus en plus sombre. Le mariage de Margaret était prévu pour le 15 avril et les préparatifs battaient à leur plein. Des couturières venaient régulièrement de Charleston pour des essayages interminables, des listes de cadeaux circulaient, des invitations étaient envoyées à toutes les familles respectables de la région. Pourtant, ceux qui observaient attentivement auraient pu remarquer que Margaret semblait de plus en plus pâle au fil des semaines. Elle qui avait toujours été animée et souriante devenait silencieuse, presque absente. Ses mains tremblaient parfois durant les repas, et elle sursautait au moindre bruit soudain. La gouvernante, Madame Pruitt, l'attribuait aux nerfs normaux d'une jeune mariée, mais Sarah, l'une des domestiques de la maison, avait surpris un jour Margaret en train de pleurer silencieusement dans sa chambre, fixant par la fenêtre les champs de coton qui s'étendaient à perte de vue comme une prison sans barreaux. Les visites de Cornelius Ashby se faisaient plus fréquentes. Il venait déjeuner, inspecter la propriété, discuter affaires avec Josiah. Et à chaque visite, Margaret se faisait plus petite, plus discrète, comme si elle cherchait à se rendre invisible. Un après-midi de février, Sarah entendit des éclats de voix venant du salon de musique. La porte était entr'ouverte, et bien qu'elle sût qu'écouter était dangereux, quelque chose dans le ton terrifié de la voix de Margaret, la fit s'approcher. Ce qu'elle entendit la glaça. Cornelius, d'une voix basse et menaçante, expliquait à Margaret exactement ce qu'il attendait d'une épouse, utilisant des mots que Sarah n'oserait jamais répéter. Et la réponse de Margaret, presque inaudible, « Oui, Cornelius. Comme tu voudras, Cornelius. » Sarah n'en parla à personne, bien sûr. Les esclaves qui se mêlaient des affaires des maîtres finissaient rarement bien. Mais elle commença à observer Margaret différemment, et ce qu'elle vit la troubla profondément. Les manches longues même partant doux, les foulards qui cachèrent le cou, le maquillage qui semblait parfois dissimuler quelque chose sur les bras. Et surtout, ce regard vide, cette absence,
comme si l'esprit de Margaret s'était enfui quelque part où personne ne pouvait l'atteindre. C'est dans ce contexte tendu que les interactions entre Margaret et Samuel commencèrent à être remarquées. Cela avait débuté innocemment. Margaret avait demandé à son père si Samuel pouvait réparer un secrétaire ancien dans sa chambre, dont un tiroir secret s'était coincé. Le travail avait pris plusieurs jours, Samuel venant chaque après-midi pour quelques heures de travail minutieux. Mais ce qui aurait dû s'arrêter là continua. Margaret trouvait toujours quelque chose à faire réparer, à ajuster, à améliorer. Un cadre à refixer, une étagère à installer, une armoire à restaurer. Les domestiques commencèrent à chuchoter. Ce n'était pas convenable qu'une jeune femme de la plantation passe autant de temps en présence d'un esclave, même avec une porte ouverte et une domestique dans le couloir. Madame Pruitt en fit la remarque à Josiah, qui balaya ses inquiétudes d'un geste. Margaret s'ennuyait en attendant son mariage. Elle décorait sa future demeure dans sa tête, rien de plus. Et Samuel était l'un des esclaves les plus fiables de la plantation. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ce que personne ne savait, c'est que durant ces longues heures où Samuel travaillait dans la chambre de Margaret, des conversations avaient lieu. Au début, de simples échanges polis, puis, graduellement, quelque chose de plus profond. Margaret, désespérée, isolée, trouvait en Samuel le seul être humain qui semblait l'écouter vraiment. Et Samuel, qui avait lui-même connu la perte, la séparation, le désespoir, reconnaissait dans les yeux de cette jeune femme blanche la même expression de cage qu'il voyait chaque matin dans son propre reflet. La nuit du 18 mars 1852 fut glaciale. Un vent du nord sifflait à travers les chênes, faisant claquer les volets de la grande maison comme des coups de fouet dans l'obscurité. Les étoiles brillaient avec cette clarté particulière des nuits d'hiver dans le sud, perçantes et froides, comme des éclats de glace dans le ciel de velours noir. Josiah Hartwell se coucha vers 10 heures, après avoir vérifié comme toujours que toutes les portes étaient verrouillées et que les esclaves de maison avaient regagné leur quartier. Madame Pruitt, souffrante depuis quelques jours d'un rhume qui lui avait donné de la fièvre, s'était retirée tôt après avoir pris un remède à base de quinine et de laudanum. Sarah, la dernière à quitter la maison de maître, avait aperçu de la lumière sous la porte de Margaret vers 11 heures, mais n'y avait pas prêté attention. La jeune maîtresse lisait souvent tard le soir, trouvant dans les livres une échappatoire à une réalité qui l'étouffait de plus en plus. Cette nuit-là, rien ne semblait différent des autres. Les chiens de garde aboyèrent vers minuit, comme ils le faisaient souvent quand un renard ou un raton laveur s'aventurait trop près des bâtiments, puis se turent. Les gardiens de nuit firent leurs rondes habituelles, vérifiant que rien ne troublait le sommeil de la plantation. Rien ne suggérait que dans la chambre du premier étage, une jeune femme attachait ses derniers bijoux dans un mouchoir, écrivait une lettre d'adieu à son père, et se préparait à franchir la fenêtre pour rejoindre la seule personne qui avait accepté de l'aider. Au matin, ce fut le chaos. Sarah, montant comme d'habitude pour aider Margaret à sa toilette, portant sur un plateau le café et les biscuits que la jeune maîtresse prenait toujours au réveil, trouva la chambre vide. Le lit n'avait pas été défait, ses draps blancs encore parfaitement tirés. La fenêtre était grande ouverte, les rideaux de dentelle claquant dans le vent matinal comme des drapeaux de reddition. Un courant d'air glacé avait envahi la pièce durant la nuit, et le feu dans la cheminée s'était depuis longtemps éteint, laissant dans l'âtre des cendres froides comme la mort. Le plateau glissa des mains de Sarah et se fracassa sur le sol, le bruit de la porcelaine brisée résonnant dans le silence de la maison endormie. Sur le secrétaire que Samuel avait si soigneusement réparé des semaines auparavant, une lettre était posée, calée entre l'encrier et un chandelier éteint, portant simplement le nom de Josiah Hartwell, tracé d'une écriture élégante mais légèrement tremblante. Les cris de Sarah alertèrent toute la maisonnée. Josiah, encore en robe de chambre, se précipita dans la chambre de sa fille et s'empara de la lettre. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait et son visage devint d'une pâleur mortelle. Sans un mot, il froissa la lettre et sortit de la pièce en courant, hurlant des ordres.
Il fallait réveiller le contremaître, rassembler les hommes, vérifier tous les quartiers des esclaves. Ce fut alors que la deuxième découverte fut faite. Samuel avait également disparu. Son cabanon était vide, et ses quelques possessions, quelques vêtements, des outils de travail, avaient été emportés. Dans l'écurie, 2 chevaux manquaient, ainsi qu'une selle et des provisions du garde-manger. L'évidence semblait accablante. Margaret Hartwell s'était enfuie avec l'esclave charpentier Samuel, volant des chevaux et des provisions dans la nuit. Le scandale était absolu, impensable, monstrueux. Comment une jeune femme de la meilleure société, éduquée, raffinée, promise à un mariage avantageux, avait-elle pu commettre un acte aussi dégradant, aussi impensable? Josiah Hartwell, anéanti, dut affronter non seulement la trahison de sa fille unique, mais aussi l'humiliation sociale qui s'ensuivit. Cornelius Ashby, en apprenant la nouvelle, entra dans une rage terrifiante. Il fit irruption dans la plantation Riverside dans la matinée, exigeant des explications, menaçant de poursuivre Josiah pour rupture de contrat, jurant qu'il retrouverait Margaret et que l'esclave Samuel serait lynché publiquement pour son crime. La lettre que Margaret avait laissée ne fut jamais rendue publique. Josiah la garda pour lui, la relisant obsessionnellement dans la solitude de son bureau. Mais des fragments de son contenu finirent par filtrer, répandus par les domestiques qui avaient entendu les conversations. Margaret y exprimait son amour pour Samuel, son refus d'épouser Cornelius Ashby, sa détermination à fuir vers les États libres du Nord où elle et Samuel pourraient vivre ensemble. Elle suppliait son père de la comprendre, de ne pas les poursuivre, d'accepter qu'elle avait fait son choix. Ces mots, dans la bouche d'une jeune femme blanche de la haute société sudiste, étaient incompréhensibles, inacceptables. Les voisins, les amis de la famille, tous conclurent que Margaret avait dû être séduite, manipulée, peut-être même forcée par l'esclave rusé qui avait profité de sa naïveté. Car l'alternative, qu'une femme blanche puisse véritablement choisir un homme noir, renoncer à tous ses privilèges, à sa position sociale, à sa famille, était tout simplement impossible à concevoir. Dans les heures qui suivirent la découverte, la plantation Riverside se transforma en ruche bourdonnante d'activité. Le shérif du comté fut alerté, des avis de recherche furent rédigés, une récompense substantielle offerte. Cornelius Ashby engagea personnellement les meilleurs chasseurs d'esclaves de la région, des hommes réputés pour leur efficacité impitoyable à traquer les fugitifs. Ces chasseurs, menés par un certain Tobias Crow, ancien trappeur devenu spécialiste de la récupération d'esclaves en fuite, se mirent au travail immédiatement. Les traces étaient relativement fraîches. Les 2 chevaux avaient été repérés se dirigeant vers le nord, et plusieurs témoins confirmèrent avoir vu, dans les jours précédents, un homme noir et une femme blanche voyageant ensemble. Ces témoignages, souvent contradictoires et amplifiés par les rumeurs, dessinaient néanmoins une direction. Margaret et Samuel semblaient se diriger vers les États du Nord, probablement vers l'Ohio ou la Pennsylvanie, où les lois sur l'esclavage étaient différentes et où des réseaux d'aide aux fugitifs étaient connus pour opérer. Les semaines qui suivirent la fuite furent marquées par une frénésie de recherche sans précédent. Cornelius Ashby ne ménagea ni son argent ni ses efforts, alimenté par une rage qui semblait croître chaque jour comme un feu nourri de kérosène. Il parcourait personnellement les routes, interrogeant chaque aubergiste, chaque fermier, chaque voyageur, cherchant le moindre indice qui pourrait le mener aux fugitifs. Ses yeux, disaient ceux qui le croisaient, avaient pris une lueur particulière, un mélange de fureur et d'obsession qui effrayait même ses proches. Il dormait à peine, mangeait peu, et passait ses journées sur les routes poussiéreuses du sud, poussant son cheval jusqu'à l'épuisement, avant de s'arrêter pour quelques heures de repos, agité, dans une auberge quelconque. Josiah Hartwell, lui, s'enfonça dans un silence de plus en plus profond. Il délaissa la gestion de sa plantation, laissant à son contremaître le soin de diriger les opérations quotidiennes. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, les rideaux tirés même en plein jour. La lettre de Margaret posée devant lui sur le bureau de noyer sombre qui avait appartenu à son propre père.
Les domestiques racontèrent plus tard qu'on l'entendait parfois parler seul, murmurant des questions sans réponse. Comment avait-il pu ne rien voir? Quel signe avait-il manqué? Sa fille l'avait-elle toujours haï à ce point? Pourquoi n'avait-elle pas compris qu'il ne faisait que ce qui était le mieux pour elle, pour leur famille, pour leur position dans la société? Certains matins, les domestiques le trouvaient endormi sur son bureau, la lettre de Margaret froissée dans sa main, comme s'il l'avait serrée toute la nuit. D'autres fois, ils l'entendaient pleurer, des sanglots rauques et étouffés qui semblaient venir du plus profond de son être. L'homme qui avait dirigé la plantation Riverside d'une main de fer pendant des décennies se désintégrait lentement sous le poids de la trahison de sa fille et de sa propre culpabilité inavouée. Les chasseurs d'esclaves, menés par Tobias Crow, remontèrent méthodiquement la piste. Ils retrouvèrent les 2 chevaux, abandonnés près de la frontière de la Caroline du Nord, 3 semaines après la fuite. Les selles avaient été vendues à un maréchal ferrant qui confirma avoir vu un couple correspondant à la description. L'homme noir, grand et élancé, parlait peu mais semblait instruit. La femme blanche, couverte d'un châle, gardait la tête baissée mais payait en pièces d'or. Ils étaient repartis à pied, se mêlant aux voyageurs sur les routes commerciales. Les traces devinrent ensuite plus difficiles à suivre. Des rumeurs circulaient, on les aurait vus à Richmond, puis à Baltimore, puis à Philadelphie. Chaque piste semblait prometteuse, puis se révélait être une fausse alerte, un couple de voyageurs ordinaires qui n'avaient aucun lien avec les fugitifs. Le réseau clandestin d'aide aux esclaves en fuite, que l'on appelait parfois le chemin de fer souterrain, était réputé pour son efficacité à faire disparaître ceux qui l'aidaient. Pourtant, Tobias Crow était patient et méthodique. Il connaissait les routes probables, les auberges sympathiques aux fugitifs, les fermiers Quakers connus pour leur aide aux esclaves. Il questionnait, soudoyait, menaçait. Et petit à petit, il recomposa un itinéraire. Margaret et Samuel avaient effectivement voyagé vers le nord, changeant fréquemment d'apparence et d'histoire. Parfois ils se présentaient comme maîtres et esclaves, parfois comme mari et femme libres de couleur. Parfois elle voyageait seule et lui la rejoignait plus tard. Durant ces mois de recherche, des détails troublants commencèrent à émerger dans les témoignages recueillis. Plusieurs personnes qui avaient croisé le couple rapportaient quelque chose d'étrange dans leur dynamique. Une aubergiste du Maryland raconta que la femme blanche semblait malade, nerveuse, dormant à peine. Un conducteur de chariot qui les avait transportés sur quelques kilomètres mentionna que l'homme noir avait des livres avec lui et qu'il lisait durant le voyage, fait inhabituel qui l'avait marqué. Un pasteur d'une petite église près de Harrisburg se souvenait d'un couple venu demander asile pour une nuit. La femme avait insisté pour confessionner seule et était ressortie avec les yeux rouges, mais avait refusé de dire ce qui la troublait. Ces fragments de témoignages, pris individuellement, ne signifiaient peut-être rien. Mais assemblés, ils commençaient à dessiner une image différente de celle de la simple fuite amoureuse. Il y avait quelque chose de désespéré dans leur course, quelque chose qui dépassait la simple quête de liberté. En Caroline du Sud, le scandale ne s'éteignait pas. Au contraire, il enflait, nourri par les ragots et les spéculations. Les femmes de la bonne société parlaient de Margaret avec un mélange de fascination horrifiée et de condamnation vertueuse. Comment une jeune fille si bien élevée avait-elle pu tomber si bas? Certaines suggéraient qu'elle avait été ensorcelée, que Samuel pratiquait peut-être des rituels vaudous comme on en entendait parler parmi certains esclaves venus des Caraïbes. D'autres murmuraient qu'elle avait toujours eu quelque chose d'étrange, de trop silencieux, de trop renfermé. Cornelius Ashby, lui, construisait une narration différente. Dans les salons et les clubs de gentlemen, il racontait une histoire de séduction calculée, de manipulation sournoise. Samuel, disait-il, avait profité de l'innocence de Margaret, l'avait remplie de mensonges et de promesses, l'avait souillée puis enlevée pour échapper au châtiment qui l'attendait. Cette version qui préservait l'honneur de Margaret tout en diabolisant Samuel fut largement acceptée. Elle correspondait mieux aux préjugés et aux croyances de l'époque. Mais Sarah,
La domestique qui avait si souvent observé Margaret en silence, gardait ses propres pensées. Elle se souvenait des bleus qu'elle avait aperçus, des tremblements, de ce regard vide, et elle se souvenait aussi d'avoir vu, une fois, Samuel en train de réparer une fenêtre dans la chambre de Margaret et la jeune maîtresse lui parlant doucement, presque tendrement, mais pas avec la passion d'une amoureuse, plutôt avec la confiance fragile de quelqu'un qui a trouvé un allié dans un monde hostile. Les mois passèrent. Avril arriva, le mois où le mariage aurait dû avoir lieu. Au lieu de cela, la maison Hartwell resta plongée dans une atmosphère de deuil. Josiah ne recevait plus de visiteurs, et les quelques fois où il sortait pour affaires, les gens remarquaient qu'il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. En mai, une lettre parvint à Tobias Crow. Elle venait d'un informateur à Cincinnati, dans l'Ohio, qui rapportait avoir vu un couple correspondant à la description. Il logeait dans une pension modeste à la périphérie de la ville et semblait se préparer à traverser vers le Canada. L'informateur demandait des instructions. Devait-il les faire arrêter immédiatement ou simplement les surveiller? Crow agit vite. Avec 3 de ses hommes les plus fiables, il prit le train vers Cincinnati. Le voyage dura plusieurs jours et durant tout ce temps, Crow ne cessa de planifier. Capturer un esclave fugitif était une chose, mais ramener une femme blanche qui avait apparemment choisi sa fuite en était une autre. Il fallait de la discrétion, de la finesse. Un scandale public ne servirait les intérêts de personne. Lorsqu'ils arrivèrent à Cincinnati, début juin, l'informateur les attendait, mais ce qu'il leur révéla les désarçonna. Le couple avait quitté la pension 3 jours plus tôt, et personne ne savait où ils étaient allés. Le propriétaire de la pension se souvenait seulement que l'homme noir avait reçu une visite, un autre homme de couleur qui semblait bien habillé et éduqué. Après cette visite, le couple était parti précipitamment, laissant même quelques affaires derrière eux. Crow fouilla la chambre qu'ils avaient occupée. Parmi les objets abandonnés, il trouva un châle appartenant manifestement à Margaret, quelques vêtements d'homme et, étrangement, plusieurs livres. Pas n'importe quel livre. Des ouvrages de philosophie, des traités sur le droit naturel, un exemplaire usé des écrits de Benjamin Franklin. Et entre les pages de l'un d'eux, une feuille de papier couverte d'une écriture fine et précise. C'était une sorte de journal, ou plutôt des fragments de pensée notés rapidement. L'écriture était celle de Samuel. Crow le comprit en comparant avec les quelques échantillons qu'il avait obtenus de la plantation Riverside. Mais ce qui était écrit était troublant. Il ne s'agissait pas de déclarations d'amour ou de plans de fuite, mais de réflexions philosophiques sur la nature de la liberté, sur la moralité de l'obéissance aux lois injustes, sur le poids de la culpabilité. Et une phrase, répétée à plusieurs endroits, avec de légères variations. Sauver une âme en péril, vaut-il la damnation de la sienne propre? Crow empocha le papier et poursuivit ses recherches. À Cincinnati, il interrogea les conducteurs de bateaux fluviaux, les marchands, les taverniers. Finalement, un batelier se souvint avoir vu un couple traverser vers la rive du Kentucky la semaine précédente. Mais sa description était curieuse. L'homme noir ne semblait plus aussi assuré, et la femme blanche paraissait étrange. Malade, dit le batelier, ou peut-être folle. Elle parlait toute seule. La piste menait maintenant vers l'est, le long de la rivière Ohio, puis vers le nord à travers les forêts de l'Ohio. C'était une région difficile, avec de nombreux sentiers et cachettes. Des communautés de Quakers y vivaient, connues pour leur aide aux fugitifs. Crow savait qu'il lui faudrait de la patience. Les semaines se transformèrent en mois. Juillet arriva, puis août. À chaque nouveau rapport, à chaque nouveau témoignage, l'image devenait plus floue plutôt que plus claire. Des fermiers rapportaient avoir vu des ombres se déplacer la nuit, mais quand on vérifiait, il n'y avait personne. Un médecin de campagne mentionnait qu'une femme blanche était venue le consulter, accompagnée d'un homme de couleur, se plaignant de fièvre et de cauchemars. Mais quand le médecin avait voulu en savoir plus, ils étaient partis précipitamment. Cornelius Ashby,
informé régulièrement des progrès de Crow, devenait de plus en plus impatient. Il envoya plusieurs lettres cinglantes exigeant des résultats. À un moment, il menaça même de venir en personne diriger les recherches, mais Crow réussit à l'en dissuader, arguant que sa présence attirerait trop d'attention. C'est en septembre que la piste se réchauffa à nouveau. Un shérif local d'une petite ville de l'Ohio contacta Crow. Un couple correspondant à la description avait été aperçu dans une ferme abandonnée à une vingtaine de kilomètres au nord. La ferme appartenait autrefois à une famille de Quakers qui avait déménagé vers l'ouest et elle était connue pour être un point de passage du chemin de fer souterrain. Le shérif proposait son aide pour organiser une expédition discrète. Crow accepta. Avec le shérif et 4 hommes de confiance, il se mit en route par une nuit sans lune. La ferme était située dans une zone boisée, accessible seulement par un sentier tortueux. Ils progressèrent lentement, en silence, guidés par un informateur local qui connaissait les lieux. Mais quand ils arrivèrent à la ferme, elle était déserte. Récemment déserte. Un feu brûlait encore faiblement dans l'âtre, et de la nourriture à moitié consommée était posée sur une table branlante. Il était évident que quelqu'un avait quitté les lieux en hâte, prévenu probablement par un guetteur. Crow et ses hommes fouillèrent néanmoins les lieux. Dans une chambre à l'étage, ils trouvèrent quelque chose qui les figea. Sur le mur blanchi à la chaux, une inscription tracée au charbon de bois. L'écriture était tremblante, presque hystérique. « Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai choisi le moindre de 2 mots, mais le poids m'écrase. Il a promis de me sauver et je l'ai cru. Mais maintenant je vois la vérité, nous sommes tous 2 damnés. » En dessous, d'une autre écriture, plus ferme. « Le silence est la seule miséricorde qui nous reste. » Crow fit effacer l'inscription avant que quiconque d'autre ne puisse la voir. Il comprenait que ces mots, s'ils devenaient publics, compliqueraient encore plus une affaire déjà suffisamment embrouillée. Mais il les copia méticuleusement dans son carnet, sachant qu'ils avaient une importance qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Le mois de septembre passa, puis octobre commença. Les arbres de l'Ohio se paraient de leur couleur d'automne, et les nuits devenaient de plus en plus froides. Crow et ses hommes continuaient à ratisser la région, suivant des pistes de plus en plus ténues. Mais il y avait quelque chose qui tracassait Crow, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Plus il en apprenait sur cette fuite, moins elle ressemblait à ce qu'elle était censée être. Les témoignages qu'il recueillait étaient contradictoires, mais un motif commençait à émerger. Margaret semblait de plus en plus malade, de plus en plus instable. Et Samuel, loin de jouer le rôle du séducteur triomphant, semblait porter un fardeau de plus en plus lourd. Plusieurs personnes qui les avaient brièvement croisés mentionnaient que l'homme noir semblait protecteur envers la femme blanche, presque paternel, mais pas amoureux. Et elle le traitait avec respect, avec confiance, mais là encore, pas avec passion. Un soir, dans une taverne près de la frontière avec la Pennsylvanie, Crow rencontra un pasteur itinérant qui se souvenait d'avoir béni le couple quelques semaines plus tôt. L'homme, un méthodiste du nom de révérend Amos Fletcher, voyageait de village en village pour prêcher aux communautés trop petites ou trop pauvres pour avoir leur propre église. Crow le fit boire généreusement, commandant verre après verre de whisky de maïs, et l'homme, la langue déliée par l'alcool et le besoin de parler à quelqu'un qui semblait l'écouter, raconta une histoire étrange. Il avait rencontré Margaret et Samuel dans une auberge isolée au milieu des bois, un soir de pluie battante. Ils s'étaient réfugiés là après avoir marché toute la journée, et le révérend Fletcher avait été frappé par leur apparence. La femme blanche avait les vêtements trempés et déchirés par endroits, les cheveux emmêlés tombant sur ses épaules comme elle n'aurait jamais permis dans sa vie d'avant. L'homme noir restait en retrait, protecteur mais pas possessif, ses yeux constamment en alerte comme ceux d'un animal traqué. Margaret avait insisté pour une bénédiction, s'accrochant au pasteur avec une urgence qui l'avait troublé. Mais quand le révérend Fletcher avait commencé à réciter les prières traditionnelles du mariage, supposant que c'était ce qu'il désirait,
Elle l'avait interrompu violemment, presque en criant. « Pas de mariage », avait-elle dit, sa voix tremblante mais ferme. Une bénédiction pour deux âmes perdues qui tentent de survivre, pour deux êtres qui ont choisi l'humanité plutôt que la loi. Et Samuel avait ajouté, d'une voix basse mais distincte, « Pour deux complices dans le péché, qui cherchent néanmoins la rédemption. » Le pasteur, troublé par ces paroles qui sonnaient plus comme une confession que comme une demande de bénédiction, avait néanmoins prononcé une prière. Il avait invoqué la miséricorde divine pour ceux qui souffrent, pour ceux qui fuient l'oppression, pour ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres. Margaret avait pleuré durant toute la prière, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creusées par la fatigue et le manque de nourriture. Samuel était resté immobile, les yeux fermés, ses lèvres bougeant en silence comme s'il répétait ses propres prières. Mais il y avait autre chose que le révérend Fletcher se souvenait avoir vu, et c'était cette image qui l'avait hanté depuis. Quand Margaret avait retiré son gant pour que le pasteur puisse signer son front de la croix avec de l'eau bénite, il avait aperçu son poignet. Il était couvert de marques, anciennes et récentes, certaines ressemblant à des brûlures de cigarettes disposées en motifs réguliers, d'autres à des traces de liens serrés qui avaient coupé la circulation sanguine. Il y avait aussi des ecchymoses, jaunes et violettes, qui remontaient le long de son avant-bras avant de disparaître sous la manche de sa robe. Le pasteur avait voulu poser des questions, mais Margaret avait rapidement remis son gant et s'était détournée. Samuel avait posé une main protectrice sur son épaule, un geste étrangement paternel plutôt que romantique, et l'avait guidé vers la sortie de la taverne. Ils étaient partis dans la nuit pluvieuse, deux silhouettes se fondant dans l'obscurité, et le révérend Fletcher ne les avait jamais revus. Ce témoignage ébranla Crowe plus qu'il ne voulait l'admettre. Il commençait à entrevoir une histoire très différente de celle que Cornelius Ashby lui avait racontée. Mais il était trop engagé dans sa chasse pour reculer maintenant, et de toute façon, son travail n'était pas de juger mais de capturer. En novembre, les premières neiges tombèrent. Les recherches devinrent plus difficiles, les pistes encore plus difficiles à suivre. Crowe réduisit son équipe à 2 hommes de confiance, comprenant que la discrétion était plus importante que le nombre. Ils se concentrèrent sur une zone particulière, une région boisée, près de la frontière canadienne, où plusieurs fermes isolées étaient connues pour abriter des fugitifs en route vers la liberté. C'est là, dans une cabane abandonnée de chasseurs enfouie sous les branches basses des sapins et presque invisible sous son manteau de mousse et de lierre, qu'ils trouvèrent enfin un indice concret. La cabane avait manifestement été habitée récemment. Il y avait des provisions soigneusement rangées sur des étagères de fortune, du pain sec, des pommes ridées, du fromage enveloppé dans du lin, des haricots secs dans un pot de terre. Des bougies à moitié consumées étaient posées sur une table branlante, et quelques vêtements étaient pliés dans un coin, des vêtements de femmes reconnaissables à leur coupe et à leur tissu fin, trop fin pour cette région sauvage. Mais surtout, il y avait une malle. Petite, en bois de cèdre avec des ferrures de cuivre ternies par l'humidité, elle était partiellement cachée sous un tas de couvertures usées. Crowe l'ouvrit avec des mains qui tremblaient légèrement. Lui qui avait traqué des dizaines d'esclaves fugitifs, qui avait vu toutes sortes de situations désespérées, se sentait étrangement nerveux face à ce qu'il pourrait découvrir dans cette malle. À l'intérieur, il trouva un trésor de vérité, une série de lettres écrites par Margaret à son père, mais jamais envoyées. Elles étaient datées, numérotées, comme si Margaret avait tenu une sorte de journal épistolaire de sa descente, dans le désespoir. L'encre avait bavé par endroits, probablement à cause des larmes qui avaient coulé pendant qu'elle écrivait. Certaines pages portaient des taches qui ressemblaient à du sang séché. Ces lettres étaient déchirantes. La première datait de décembre 1851, juste après les fiançailles officielles. Margaret y décrivait sa première rencontre privée avec Cornelius. Comment il avait fermé la porte du salon, comment son sourire s'était transformé en quelque chose de cruel.
Il m'a dit, écrivait-elle d'une main encore assurée à ce stade, que je devais apprendre à lui obéir en toutes choses, que la volonté d'une femme n'avait pas sa place dans un mariage chrétien. Et quand j'ai protesté, il m'a saisi par le bras si fort que j'ai senti les os craquer. Il m'a dit que ce n'était qu'un avant-goût, que je devais m'habituer à comprendre ma place. Les lettres suivantes documentaient une escalade terrifiante. Les visites de Cornelius devenaient plus fréquentes et plus violentes. Il l'emmenait faire des promenades dans le jardin, loin des regards. Et là, il la menaçait, la brutalisait, tout en gardant un visage parfaitement courtois quand il revenait vers la maison. « Personne ne me croira », écrivait Margaret dans une lettre de janvier. Qui croirait qu'un gentleman comme Cornelius Ashby, respecté dans toute la région, pourrait être un monstre? Même toi, père, tu refuses de voir. Tu dis que je suis nerveuse, que je dramatise, que toutes les jeunes fiancées ont des doutes. Mais le plus douloureux se trouvait dans une lettre datée de février. Margaret y racontait comment elle avait finalement trouvé le courage de montrer les bleus à son père, de lui révéler les menaces de Cornelius. Elle avait espéré que Josiah, en voyant les preuves physiques, comprendrait enfin et romprait les fiançailles. Mais au lieu de cela, Josiah l'avait réprimandé. Il lui avait dit que son devoir était d'épouser Cornelius, que les petites difficultés du début du mariage se résoudraient d'elles-mêmes une fois qu'elle aurait appris à être une épouse obéissante, que l'honneur de la famille et l'alliance avec les Ashby étaient plus importants que ces caprices de jeune fille nerveuse, que si elle refusait le mariage maintenant, elle déshonorerait non seulement son nom, mais aussi la mémoire de sa mère défunte. C'est à ce moment-là, écrivait Margaret, que j'ai compris que mon propre père m'avait vendu, pas pour de l'argent directement, mais pour du prestige, pour du pouvoir, pour des terres qui jouxteraient les siennes. Je suis devenu, à ses yeux, un simple pion dans son jeu d'échec social. Et je me suis rendu compte que personne ne me sauverait, que si je voulais survivre, je devais me sauver moi-même. Puis, venait la partie qui concernait Samuel. Margaret racontait comment elle avait découvert par hasard qu'il savait lire et comment cette révélation avait créé entre eux une connexion inattendue. Elle décrivait leur conversation, toujours sous prétexte de réparation à effectuer, où Samuel lui parlait de philosophie, de liberté, de dignité humaine. Et comment, progressivement, elle lui avait confié sa terreur, son désespoir. La lettre suivante révélait le plan. Ce n'était pas Samuel qui avait séduit Margaret, c'était Margaret qui l'avait supplié de l'aider à fuir. Elle lui avait offert de l'argent, des bijoux, tout ce qu'elle possédait. Mais Samuel avait refusé, connaissant les risques terribles qu'une telle fuite impliquait pour eux deux. C'est alors que Margaret avait joué sa dernière carte. Elle avait menacé de se suicider si Samuel ne l'aidait pas. Et face à cette menace, face à une jeune femme au bord du gouffre, Samuel avait finalement accepté. Mais, et c'est là que les lettres devenaient véritablement bouleversantes, le plan n'était pas ce que tout le monde croyait. Margaret ne comptait pas vivre avec Samuel comme mari et femme. Son plan était de fuir vers le Canada, de s'y établir sous une nouvelle identité et de vivre libre, seul. Samuel devait simplement l'aider à atteindre la frontière, puis continuer sa propre route vers la liberté. Ils étaient complices dans une évasion, pas amants dans une romance interdite. Mais quelque chose avait mal tourné. Les dernières lettres, écrites d'une main de plus en plus tremblante, racontaient une détérioration progressive. Margaret développait une fièvre, ou peut-être était-ce son esprit qui vacillait. Elle parlait de culpabilité, du poids d'avoir entraîné Samuel dans cette fuite, des vies ruinées qu'ils laissaient derrière eux, et surtout, elle mentionnait quelque chose d'autre. Quelqu'un les suivait. Pas les chasseurs d'esclaves officiels, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait leurs mouvements, qui les précédait parfois. La dernière lettre s'arrêtait au milieu d'une phrase. « Nous avons atteint la cabane dont le Quaker nous avait parlé. Samuel dit que nous devons nous reposer avant la dernière étape. Mais j'ai vu quelqu'un dans les bois, je crois que c'est... » Crow lut et relut ses lettres. Elles changeaient tout, mais elles soulevaient aussi une question terrifiante.
Si quelqu'un d'autre suivait Margaret et Samuel, qui était-ce? Et surtout, qu'était-il devenu? Il continua de fouiller la cabane et découvrit un autre document, caché sous une lame de plancher. C'était une lettre de Samuel, également non envoyée, adressée à Josiah Hartwell. Dans cette lettre, Samuel expliquait la vérité de la situation. Il racontait comment Margaret l'avait supplié, comment il avait d'abord refusé, puis finalement accepté par compassion. Il décrivait leur fuite non comme une aventure amoureuse, mais comme un chemin de croix. Et il terminait par une confession bouleversante. Il savait que sa décision d'aider Margaret les condamnerait probablement tous les deux, mais il ne pouvait pas vivre avec le poids de son suicide sur la conscience. « Monsieur Hartwell, » écrivait Samuel, « je sais que vous ne me croirez probablement jamais. Je sais que ma peau me condamne d'avance. Mais je jure devant Dieu que je n'ai jamais touché votre fille autrement qu'avec respect et compassion. Je l'ai aidée parce que c'était la bonne chose à faire, même si je savais que cela signait ma mort. Si vous lisez cette lettre un jour, sachez au moins ceci. Margaret méritait mieux que ce que le monde lui offrait, et j'espère qu'elle aura trouvé la paix, où qu'elle soit maintenant. » Crow plia soigneusement les lettres et les rangea dans sa sacoche. Il savait qu'il devrait les montrer à Cornelius Ashby et à Josiah Hartwell. Mais il savait aussi que ces lettres changeraient tout, et pas nécessairement en bien. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Croyez-vous à la version de Margaret et Samuel, ou pensez-vous qu'il y a encore d'autres secrets cachés? Maintenant, poursuivons vers la découverte finale, celle qui a bouleversé tous ceux qui en ont été témoins. Crow et ses deux hommes quittèrent la cabane avec la certitude que Margaret et Samuel ne pouvaient plus être très loin. Les provisions trouvées dans la cabane étaient fraîches, le feu récent. Ils devaient être dans un rayon de quelques kilomètres tout au plus. Ils explorèrent méthodiquement la zone pendant 3 jours. C'est le matin du 4e jour, alors qu'une neige fine commençait à tomber, qu'ils découvrirent une autre cabane, plus petite, plus isolée encore, nichée au fond d'un vallon boisé. De la fumée sortait de la cheminée. Crow fit signe à ses hommes de rester en arrière et s'approcha seul, prudemment. La porte de la cabane était légèrement entr'ouverte, ce qui était étrange par ce temps froid. Il la poussa doucement et entra. Ce qu'il vit le figea sur place. 2 corps gisaient sur un lit étroit, enlacés. Margaret et Samuel, ou du moins ce qu'il en restait. Ils étaient morts depuis plusieurs jours, peut-être une semaine. Il n'y avait aucun signe de violence, aucune blessure visible. Ils semblaient simplement s'être endormis et ne jamais s'être réveillés. Mais ce n'était pas cela qui glaça le sang de Crow. C'était l'expression sur leur visage. Margaret avait les yeux fermés, son visage marqué par ce qui ressemblait à un soulagement paisible. Samuel, lui, avait les yeux ouverts, fixant le plafond avec une expression qui mélangeait tristesse et résignation. Sur la table à côté du lit, Crow trouva une petite fiole vide qui avait contenu du laudanum, un opiacé couramment utilisé comme médicament à l'époque. À côté, une note écrite de la main de Margaret. « Nous avons choisi ceci ensemble. C'est notre seule liberté. Que Dieu nous pardonne. » Et en dessous, de l'écriture de Samuel, elle ne pouvait plus continuer, et je ne pouvais pas la laisser partir seule. Que mon dernier acte soit celui d'un ami, pas d'un lâche. Crow recula, sentant ses jambes faiblir. Ce n'était pas une capture glorieuse, pas un dénouement triomphant. C'était une tragédie, une double mort choisie plutôt que de continuer à fuir ou d'être capturés. Ces hommes entrèrent à leur tour, et leur réaction fut similaire. Pendant un long moment, les 3 chasseurs restèrent silencieux, regardant les 2 corps enlacés dans la mort. Puis, l'un d'eux murmura « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Crow ne répondit pas immédiatement. Il continuait à fouiller la cabane, cherchant d'autres indices. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Des traces dans la poussière du sol, des empreintes de pas qui n'appartenaient ni à Margaret, ni à Samuel. Quelqu'un d'autre était venu ici récemment.
Il suivit les traces jusqu'à une armoire et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une pile de lettres, soigneusement attachées avec un ruban. Et en les parcourant rapidement, il réalisa avec horreur ce qu'elles représentaient. Une correspondance entre Margaret et Cornelius Ashby. Mais ces lettres n'étaient pas d'amour ou de fiançailles. C'étaient des lettres de menaces, de chantage psychologique, de description détaillée de ce que Cornelius ferait à Margaret une fois mariée. Elle devenait progressivement plus violente, plus explicite, plus terrifiante. Et dans les dernières, celles datant de janvier 1852, Cornelius menaçait clairement Margaret. Si elle tentait de rompre les fiançailles, il ruinerait son père, détruirait la plantation Riverside et s'assurerait qu'elle et Josiah finissent dans la misère. Mais il y avait plus. Cachée au fond de la pile, une autre lettre, celle-ci écrite par une main différente. Une lettre signée par Josiah Hartwell lui-même. Et ce qu'elle contenait était glaçant. Josiah savait. Il savait ce que Cornelius faisait subir à sa fille. Margaret était venue le voir, lui avait montré les bleus, lui avait supplié de rompre les fiançailles. Et Josiah avait refusé. Pire encore, il avait écrit à Margaret que son devoir était d'épouser Cornelius, que les petites difficultés du début du mariage se résoudraient d'elles-mêmes, que l'honneur de la famille et l'alliance avec les Ashby étaient tout plus importants que ses caprices de jeune fille nerveuse. Cette lettre, Margaret l'avait gardée, peut-être comme preuve, peut-être comme rappel de la trahison de son père. Crowe sentit la nausée le gagner. Il comprenait maintenant. Margaret n'avait pas fui par amour pour Samuel. Elle avait fui pour sauver sa vie, pour échapper à un mariage qui l'aurait probablement tué d'une manière ou d'une autre. Et Samuel, cet esclave qui n'avait rien à gagner et tout à perdre, l'avait aidé parce qu'il était la seule personne à avoir vraiment vu sa détresse, à avoir vraiment écouté. Mais il y avait encore un mystère. Crowe revint vers les corps et les examina plus attentivement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qu'il avait manqué dans sa première inspection. Sur le cou de Margaret, à moitié caché par son col, des marques de strangulation partiellement guéries. Et sur le bras de Samuel, une blessure par balle qui avait été soignée mais était encore visible. Quelqu'un les avait trouvés avant Crowe. Quelqu'un les avait attaqués. Et ce quelqu'un avait... Un bruit à l'extérieur fit sursauter Crowe. Il se précipita à la fenêtre et aperçut une silhouette s'éloignant dans les bois enneigés. Sans réfléchir, il se lança à sa poursuite, ses hommes sur ses talons. Ils coururent pendant plusieurs minutes avant de rattraper la silhouette dans une clairière. Quand l'homme se retourna, Crowe reconnut immédiatement les traits brutaux, les yeux froids, Cornelius Ashby. « Cornelius » haleta Crowe. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ashby le regarda avec un sourire glacial. « La même chose que vous, Crowe. Je termine le travail. Vous les avez trouvés avant moi. Il y a 3 jours, admit Ashby. Je les suivais depuis des semaines, par mes propres moyens. Je n'allais pas laisser un incompétent comme vous gérer cette affaire. Et qu'avez-vous fait ?» demanda Crowe, bien qu'il craignît déjà de connaître la réponse. Ashby haussa les épaules. J'ai essayé de ramener Margaret à la raison, de lui faire comprendre son erreur. Mais elle hurlait, se débattait comme une folle. J'ai dû la maîtriser, et le nègre a essayé de me tirer dessus avec un vieux pistolet qu'il avait. Je l'ai blessé, évidemment. Et puis je leur ai expliqué la situation. Margaret retournerait avec moi, et l'esclave serait pendu publiquement. Simple, non? Le sourire d'Ashby s'élargit. Mais la petite idiote a préféré avaler du poison plutôt que de m'épouser. Et son complice a fait de même. Le drame et la lâcheté, typiques des faibles. Crowe sentit la rage monter en lui. Vous les avez poussés au suicide. Je leur ai offert un choix. Ils ont choisi mal. Ashby s'avança vers Crowe. Et maintenant, nous allons récupérer les corps, les ramener en Caroline du Sud et raconter l'histoire que tout le monde veut entendre. L'esclave a enlevé et violé Margaret, puis l'a tuée avant de se suicider. Simple, propre, et cela donne à chacun ce qu'il veut. « Et les lettres ?» demanda Crowe. « Celles dans la cabane qui prouvent la vérité ?» Le visage d'Ashby se durcit. « Quelles lettres ?»
Celle qui montre ce que vous avez fait à Margaret. Ce que Josiah savait. Pour la première fois, Ashby sembla perdre son assurance. Vous bluffe, il n'y a pas de telles lettres. Oh mais si, dit Crow, tapotant sa sacoche. Et je les ai toutes ici. Le silence qui suivit fut lourd de menaces. Les hommes de Crow avaient à la main sur leurs armes, tout comme Ashby semblait évaluer ses options. Finalement, Ashby parla d'une voix basse et dangereuse. « Combien ? Pardon ? Combien voulez-vous pour ces lettres ? Pour votre silence ?» Crow réfléchit. Il pensa à Margaret, morte dans cette cabane, ayant choisi le poison plutôt que de retourner vers cet homme. Il pensa à Samuel, qui avait risqué et perdu sa vie pour aider quelqu'un qui n'avait personne d'autre. Et il pensa à l'argent, à beaucoup d'argent, qu'Ashby était manifestement prêt à payer. « Le double de ce que vous m'avez déjà payé pour cette chasse, » dit-il finalement. Plus un bonus de silence. Ashby sourit, soulagé. Affaire conclue. Les corps de Margaret Hartwell et de Samuel furent ramenés en Caroline du Sud début décembre 1852. L'histoire officielle, rapportée dans tous les journaux locaux, fut celle que Cornelius Ashby avait dictée. L'esclave Samuel avait séduit et enlevé Margaret, l'avait maintenue captive durant 6 mois, et face à la capture imminente, l'avait assassinée avant de se suicider. Cette version fut largement acceptée. Elle correspondait aux préjugés de l'époque, elle préservait l'honneur de la famille Hartwell, et elle permettait à chacun de continuer sa vie sans trop de questions dérangeantes. Les corps furent enterrés séparément, bien sûr. Margaret dans le cimetière familial de la plantation Riverside, avec tous les honneurs dus à une jeune femme de la bonne société morte tragiquement. Samuel dans une fosse commune pour esclaves, sans cérémonie ni pierre tombale. Josiah Hartwell ne survécut que quelques mois à sa fille. On dit qu'il mourut de chagrin, mais ceux qui le virent dans ses derniers jours parlaient de plutôt d'un homme rongé par la culpabilité. Ses dernières paroles, murmurées à un pasteur venu lui donner l'extrême onction, furent « Je l'ai tué, aussi sûrement que si j'avais tenu le poison moi-même. » La plantation Riverside fut vendue aux enchères pour payer les dettes de Josiah. Cornelius Ashby l'acheta pour une bouchée de pain et l'intégra à son propre domaine. Il se maria finalement 2 ans plus tard avec la fille d'un riche marchand de Charleston, mais le mariage fut court et sans enfant. Sa femme mourut dans des circonstances étranges après seulement 1 an de vie commune, tombant dans les escaliers de leur maison. Aucune enquête ne fut menée. Tobias Crow continua son métier de chasseur d'esclaves pendant encore quelques années, mais quelque chose en lui avait changé après l'affaire Hartwell. Il buvait davantage, parlait moins, et finit par abandonner complètement cette activité. Il mourut dans l'obscurité en 1860, 1 an avant le début de la guerre civile qui allait bouleverser le Sud qu'il avait connu. Quant aux lettres, celles qui contenaient la vérité sur Margaret, sur Samuel, sur Cornelius et Josiah, elles disparurent mystérieusement. Crow jura jusqu'à sa mort qu'il les avait détruites après avoir reçu son paiement d'Ashby. Mais des rumeurs persistantes suggèrent qu'il en aurait gardé des copies, cachées quelque part, une sorte d'assurance au cas où Ashby tenterait de le faire taire de manière permanente. Certains disent que ces lettres existent toujours, enfermées dans un coffre quelque part, attendant d'être découvertes. D'autres prétendent qu'elles ont été détruites dans l'incendie qui ravagea une partie de la ville de Charleston en 1861. La vérité, personne ne la connaît vraiment. Ce que l'on sait, c'est que dans les années qui suivirent, plusieurs personnes impliquées dans l'affaire connurent des fins étranges. Le shérif qui avait aidé Crow dans ses recherches se suicida sans raison apparente. L'informateur de Cincinnati disparut et ne fut jamais retrouvé. Et Sarah, la domestique qui avait tant observé Margaret en silence, fut trouvée morte dans sa cabane, officiellement de cause naturelle, mais avec des marques de violence que personne ne voulut reconnaître officiellement. Certains, parmi les esclaves de la région, commencèrent à parler d'une malédiction. Ils disaient que les esprits de Margaret et Samuel hantaient les lieux de leur passage, cherchant justice pour les mensonges racontés sur leur mort.
Mais ces histoires étaient rapidement étouffées, considérées comme des superstitions d'esclaves ignorants. La vérité, la vraie vérité de ce qui s'était passé dans cette cabane de l'Ohio, mourut avec ceux qui la connaissaient. Ou peut-être pas. Peut-être que quelque part, dans les archives poussiéreuses d'une vieille maison du Sud, ou dans une malle oubliée dans un grenier, les lettres de Margaret attendent encore d'être découvertes. Peut-être que quelqu'un, un jour, lira ces mots tremblants et comprendra qu'il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour défendue, mais d'une jeune femme désespérée fuyant un monstre, aidée par le seul homme assez courageux pour risquer sa vie pour elle. Mais jusqu'à ce jour, si jamais il arrive, l'histoire officielle demeure. Margaret Hartwell fut séduite et enlevée par un esclave rusé, et tous deux moururent dans leur fuite vers le nord. Une simple histoire de transgression et de châtiment, telle que la société de l'époque voulait l'entendre. Et dans les nuits froides d'hiver, quand le vent souffle à travers les vieux chênes de ce qui fut autrefois la plantation Riverside, certains jurent encore entendre des pleurs portés par la brise, des pleurs d'une jeune femme qui voulait juste être libre, et d'un homme qui paya le prix ultime de sa compassion. Voilà l'histoire telle qu'elle a été murmurée pendant des générations dans le Sud américain. Croyez-vous que tout a été révélé? Pensez-vous que les lettres existent vraiment quelque part? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces histoires oubliées. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment les mystères sombres du passé. Car parfois, les histoires les plus terrifiantes ne sont pas celles des fantômes et des monstres, mais celles des êtres humains ordinaires capables d'actes extraordinaires, dans le bien comme dans le mal.